Nous vous proposons d'écouter dans un instant une rencontre enregistrée samedi 22 novembre 2025 à la librairie Ombre Blanche avec Pauline Chanu. Pauline Chanu est documentariste sonore à Radio France, autrice des séries sur France Culture, Les fantômes de l'hystérie, histoire d'une parole confisquée et Féminicide, la guerre mondiale contre les femmes. Elle présentait ce jour-là son premier ouvrage publié aux éditions La Découverte, Sortir de la maison hantée, comment l'hystérie continue d'enfermer les femmes. Elle était en dialogue avec Céline Pouillot. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour cette rencontre autour du livre de Pauline Chanu, donc Sortir de la maison hantée, paru en octobre 2025 aux éditions de La Découverte, Cahiers libres. Pauline Chanu, tu es documentariste notamment pour France Culture. Tu es aussi donc l'autrice de la série radiophonique Les fantômes de l'hystérie. Et Sortir de la maison hantée est donc ton premier essai. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation du coup ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. On va pouvoir commencer. Donc ma première question, ce serait de savoir qu'est-ce qui t'a amené en fait à parler de l'hystérie. Donc à la fois d'abord dans ton podcast et ensuite dans cet essai. Oui, donc en fait, je travaille pour France Culture depuis une petite dizaine d'années et ça fait bien 5-6 ans que je travaille sur la question des violences et des inégalités de genre. Et en fait, j'ai vu apparaître dans mon travail la question de la folie à différents endroits, par différentes entrées. La question de la folie féminine, de l'hystérie féminine. D'abord parce que j'ai fait un podcast, un portrait de la poétesse Sylvia Plath, qui s'est suicidée dans les années 60 et qui a vécu des expériences d'internement et de psychiatrisation qui posent la question de l'enfermement des femmes et de toutes les normes patriarcales qui continuent d'opprimer les femmes, mais qui opprimaient particulièrement les femmes dans les années 60. Et puis parce que je travaille aussi pour l'émission Les Pieds sur Terre. Donc j'ai fait des reportages sur une secte masculiniste, par exemple, pour revenir beaucoup la question de mon ex est folle, ma femme est folle et tout. Et puis ensuite, en fait, à ce moment-là, il y avait pas mal de fictions qui sortaient sur l'hystérie à la fin du 19e siècle, donc plutôt des fictions historiques, comme Le bal des folles de Victoria Mass, qui a été ensuite adapté au cinéma par Mélanie Laurent. Donc là, c'est vraiment de la fiction et c'est vraiment ancré au 19e. Mais ce qui m'a frappée, c'est que déjà, ça a été un grand succès et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui continuait de parler aux femmes dans cette histoire de l'enfermement féminin. Donc voilà, donc en fait, il y avait un peu tout ça. Évidemment, j'en avais pas conscience. Enfin, là, tu me demandes ce qui m'a mis sur la piste de l'hystérie. C'est juste que je pense qu'il y avait tout ça dans mon paysage. Et tout à coup, je me suis dit, il y a un truc avec l'hystérie féminine qui continue d'agir sur les plateaux de télévision, par exemple. Récemment, je travaillais déjà sur le sujet à ce moment-là, mais il y a eu cette séquence où Gérald Darmanin a dit à Pauline de Malherbe « Calmez-vous, madame, ça va bien se passer ». Et si ça a été aussi repris, c'est bien qu'on comprend tout de suite de quoi il s'agit, que ça fait tout de suite appel à cette histoire ultra misogyne de l'hystérie féminine, que ça nous rappelle plein de séquences qu'on a vues à l'Assemblée nationale, ou que ça nous rappelle la séquence aussi bien connue de Nicolas Sarkozy face à Ségolène Royal, qui, pareil, lui intime de se calmer. Donc voilà, il y avait tout ça. Et j'ai commencé à travailler sur le sujet il y a 4 ans. Et au tout début, j'ai commencé une enquête plutôt historique en fait sur l'hystérie chez Charcot et chez Freud, qui m'a amenée à découvrir en réalité que l'hystérie était toujours un diagnostic posé aujourd'hui et que il s'agissait toujours de femmes lorsque ce diagnostic était posé. Et d'ailleurs, du coup, est-ce qu'on peut et comment on peut définir l'hystérie en fait ? Est-ce qu'on pourrait refaire une petite généalogie de l'hystérie Petite, non. Puisque ça commence au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et en fait, on ne peut pas vraiment donner de définition de l'hystérie, donc je vais essayer d'en donner plusieurs. Toute la difficulté de l'hystérie, c'est qu'elle a sans cesse changé de définition. C'est un mot ultra plastique, protéiforme. On l'a appelé la maladie caméléon, on l'a appelé aussi la poubelle de la psychiatrie, parce qu'elle désigne... Aujourd'hui, elle désigne un peu tout ce que les médecins ne comprennent pas, ou tout ce que les médecins imaginent que ça pourrait relever d'une sorte de simulation, de théâtralisation. Donc aujourd'hui, quand on parle d'hystérie, d'un point de vue médical, ça voudrait plutôt dire ça. Ça voudrait plutôt dire que ça n'a pas de lésion vraiment
quand je sais pas, quand une femme présente des symptômes, je sais pas, quand elle a mal à la jambe ou mal au ventre, etc. Ça voudrait plutôt dire que c'est de l'ordre de l'anxiété ou de l'ordre, en tout cas, du psychosomatique. Mais ça a désigné plein d'autres choses. En fait, quand l'hystérie apparaît au 5e siècle avant Jésus-Christ, ça désigne une maladie de l'utérus, une maladie de la matrice. Hystérie, ça vient de utérus hystéra. Et c'est Hippocrate, on estime que c'est Hippocrate le premier en tout cas, on a un texte d'Hippocrate qui dit que les femmes sont malades de leur utérus lorsque leur utérus est resté trop longtemps inoccupé. En fait, il pourrait se dessécher. Parce qu'à l'époque, il y a toute une conception de la physiologie féminine, de la physiologie tout court d'ailleurs, mais des humeurs, la théorie des liquides, etc. Et donc, l'utérus pourrait se dessécher lorsqu'il n'est pas suffisamment rempli. Et alors, il pourrait se déplacer partout dans le corps à la recherche d'autres liquides. Et il pourrait monter partout, jusqu'à l'estomac, jusqu'au foie, jusqu'au diaphragme, mais parfois même jusqu'au cerveau. Donc ça nous paraît vraiment, ça nous paraît complètement absurde et ça prête à rire. Mais en fait, cette conception de l'hystérie, elle va durer jusqu'au 19e siècle. On va commencer à parler d'une maladie neurologique. Mais sinon, même des médecins restés aussi célèbres que Galien ou qu'Ambroise Paré, en fait, considère que l'hystérie féminine, c'est une maladie de l'utérus. Et par exemple, Ambroise Paré va proposer de mettre des sangsues sur le col de l'utérus des femmes pour les soigner de leur hystérie. Et au niveau des symptômes, en fait, dans quel cas les médecins peuvent dire qu'une femme est hystérique, c'est pareil. Ça peut être une femme qui a mal à la tête, une femme qui a des tremblements, une femme qui a mal au ventre, une femme qui s'évanouit, voilà. Et dans tous les cas, en fait, ce sera la matrice qui sera responsable. Et ce que ça veut dire en creux, c'est que ce sont toutes les femmes qui n'entrent pas dans les normes hétérosexuelles. En fait, c'est toutes les femmes, donc ça peut potentiellement être des jeunes filles, mais aussi des veuves, des vieilles femmes. Voilà, donc ce qui a donné cette expression d'hystérie comme la maladie des femmes sans hommes. Le diagnostic un peu fourre-tout, quoi, effectivement. Totalement fourre-tout, qu'il est depuis le début et qui continue jusqu'aujourd'hui lorsqu'il apparaît, lorsqu'il est posé à désigner encore des réalités ultra différentes, que ce soit des femmes qui vont plutôt avoir des troubles psychologiques ou qui vont avoir de l'endométriose, ou des femmes qui vont être épileptiques. Dans ces cas-là, on peut retrouver encore la persistance du diagnostic d'hystérie. Et donc voilà, pour des symptômes ultra différents, des réalités différentes et des profils différents de femmes. Et alors, avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, moi j'aimerais savoir en fait pourquoi ce titre. En fait, tu utilises donc Sortir de la maison hantée. Pour le podcast, c'était les fantômes de l'hystérie. Donc un peu ce champ lexical du fantastique ou de l'horreur. Je ne sais pas si tu peux nous expliquer pourquoi la maison hantée. Oui, les fantômes, c'était vraiment parce que justement toutes ces femmes, en fait, pour moi, continuent de nous hanter dans le sens où c'est des femmes qui... donc là, je pensais vraiment aux femmes qui ont été internées sans leur consentement, qui sont mortes à l'asile. Et on en a plein dans notre histoire, dans notre matrimoine, des femmes comme comme Camille Claudel, comme justement je parlais de Sylvia Plath, comme Madeleine Pelletier, enfin beaucoup de femmes dont on commence à parler aujourd'hui. Il y a des biographies, il y a plein d'auteurs et d'autrices qui s'attellent à exhumer leur vie, mais c'était aussi ça un peu le processus de ce documentaire et après de ce livre. C'est au-delà de ces histoires, on peut garder de toutes ces femmes l'image de suicidées, de mélancoliques, de dépressives et tout. J'ai voulu comprendre en fait ce qui s'était passé et aller chercher elles ce qu'elles en avaient raconté quand elles l'ont raconté. Et du côté des médecins, quel diagnostic avait été posé, pour quelles raisons elles avaient été internées. Donc il y a déjà cette idée de femmes qui nous hantent, mais aussi les fantômes de l'hystérie, c'est parce que encore aujourd'hui, l'hystérie n'a pas disparu. Donc c'est aussi pour ça que je voulais le terme de fantôme, tout simplement parce que l'hystérie, c'est un mot fantôme, dans le sens où il est censé avoir disparu des classifications médicales dans les années 80, et pourtant, en fait, il est là. Mais comme il n'y a pas vraiment de définition, et comme on nous dit qu'il n'est pas là, on nous dit qu'il est disparu des classifications médicales et psychiatriques. Mais pourtant, moi, je trouve dans des certificats médicaux, dans des expertises, le mot hystérie. Donc, c'est
voilà, tant qu'il reste comme ça un fantôme qui nous hante, en fait, il continue de planer comme une menace au-dessus de nos têtes. Et ensuite, la maison hantée, c'est aussi parce que l'hystérie fait appel à un imaginaire de la femme possédée. C'est un peu la même iconographie, c'est un peu le même imaginaire, notamment peut-être l'image la plus connue de l'hystérie, ce sont les images de la salpêtrière où on peut voir des femmes qui se tordent en arc, on appelle ça l'arc d'hystérie, parfois même presque du sommet du crâne à la pointe des pieds comme ça en arc. Et en fait, c'est exactement ce qui était décrit dans les soi-disant crises de possession plus tôt. Plutôt au XVIe et au XVIIe siècle. Et c'est ensuite ce qu'on a retrouvé effectivement dans le cinéma d'horreur, dans toutes les fictions qui racontent des histoires de femmes. On ne sait pas trop si elles sont folles, si elles sont malades, si elles sont criminelles, si elles sont possédées. Voilà, donc j'ai voulu en fait essayer de comprendre pourquoi on a aussi peur en fait de la folie féminine et pourquoi on est hanté, imprégné de cette histoire. Parce qu'en fait, moi, par exemple, je sais pas exactement à quand remonte la première la première image que j'ai vue de l'hystérie. J'ai l'impression que c'était dans un coin de ma tête. Et je pense qu'on a un peu tout ça avec cette histoire de l'hystérie, c'est que même si on n'a pas lu de livre sur l'hystérie, ou vu de films, quand les fictions sont sorties sur, Augustine, le film d'Alice Vinocourt, ou bien Le Bal des Folles, j'ai l'impression que c'était pas la première fois que je les voyais, ces images. Donc il y a quelque chose qui nous imprègne et qui nous terrifie dans cette folie féminine qui pourrait nous tomber dessus. Et du coup, le format on en parlait un petit peu avant la rencontre, le format du livre, pourquoi en fait passer du coup du documentaire radiophonique au livre ? Qu'est-ce que ce format en fait apporte en plus ? Donc la série documentaire, c'est une émission sur France Culture qui s'appelle LSD, la série documentaire, qui dure 4 heures, c'est 4 épisodes d'1 heure. Et quand je leur ai proposé, comme je disais, je pensais que c'était un sujet assez historique. Je voyais bien qu'on pouvait encore être traité d'hystérique, que ça continuait de nous... les femmes de nous censurer, de nous stigmatiser. Mais donc, je découvre, pendant que je fabrique le documentaire, qu'en fait, c'est encore un diagnostic qui est posé. Évidemment, ça change tout quand je me rends compte que c'est pas seulement encore une injure ou un stigmate, mais que ça a une efficacité dans la manière dont les femmes sont traitées par la médecine et par la justice. Ça a tout changé, sauf que les processus de fabrication de documentaires radio, c'est très rapide. C'est très rapide. France Culture, c'est quand même l'endroit plutôt du temps long, et par rapport aux autres médias, c'est assez drôle de dire que c'est très rapide. Mais bon, c'est peut-être 4-5 mois d'enquête avant. Et après, c'est 1-2 mois de tournage, puis après 2-3 mois de montage. Pour la cuisine du documentaire radio. Et donc, en fait, je suis allée très vite et je trouvais je trouvais des nouveaux témoignages, etc., mais je ne pouvais pas tout mettre. Et puis quand la série documentaire est sortie, en fait, j'ai reçu énormément de témoignages, non seulement de femmes qui ont été victimes de l'hystérie, pour le dire vite, mais aussi de médecins, de psychologues, d'infirmières qui me disaient « Oui, on a un problème avec l'hystérie, en effet, ça existe encore. » Et donc là, je me suis dit qu'il y avait matière à continuer mon enquête, ce que j'ai fait pendant 3 ans. Et donc, en fait, dans le livre, je pense que je vais beaucoup plus loin parce que déjà, j'ai beaucoup plus de temps et de matière, mais aussi, je comprends d'autres choses dans cette mécanique de l'hystérie dans laquelle on va sûrement rentrer ensuite. Mais par exemple, ça m'avait complètement échappé, ce qui me paraît incroyable maintenant, mais qu'il y avait au centre de l'hystérie la question de l'inceste. Ça n'apparaît pas dans mon documentaire radio. Et voilà, donc en fait, j'ai poursuivi cette enquête. En fait, je vais continuer d'enquêter sur le sujet. C'est tellement lié à la question des violences intrafamiliales, de l'inceste. C'est tellement lié à la question des suicides forcés dont on commence à parler. En fait, c'est vraiment une lecture... rétrospectivement, je me dis que quand on a commencé à dire après MeToo, quand on a commencé à écrire sur les murs après MeToo, on te croit. En fait, pour qu'on croie les femmes, il faut qu'il y ait plein de choses qui soient mises en place autour, avant, pendant les violences, plein de choses qui doivent être mises en place du côté des médecins, de la justice. On ne peut pas simplement décréter, on te croit, bien sûr, il faut le faire, mais qu'en fait, quand tout est mis en place pour que les femmes paraissent folles ou pour hystériser les femmes, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Donc en fait, on peut continuer d'enquêter et d'en parler encore longtemps, je pense. Et du coup, ce diagnostic, je mets du coup des guillemets,
Quelles sont les conséquences en fait sur les femmes de ce diagnostic, à quoi il a servi, et est-ce que en fait ça touche vraiment que les femmes? Donc oui, enfin moi je m'appuie notamment sur les travaux de 2 sociologues qui s'appellent Julia Legrand. Donc Julia Legrand, elle a commencé par enquêter, elle, sur la prescription médicamenteuse en institution psychiatrique. Et elle découvre lors de son enquête que le diagnostic d'hystérie est posé. Donc c'est un peu pareil que moi, elle présuppose pas que l'hystérie est encore posée, elle le découvre pendant son terrain. Et puis, il y a un autre sociologue qui s'appelle Yvan Garec qui, lui, a travaillé sur le trouble borderline, sur les biais de genre dans le diagnostic du trouble borderline, et qui, lui, aussi voit que l'hystérie est encore posée comme diagnostic, et parfois apposée à d'autres diagnostics, comme le diagnostic d'histrionisme, enfin de trouble de la personnalité histrionique, ou le trouble de la personnalité borderline. Et voilà, il voit dans les dossiers parfois la mention genre hystéro-borderline, hystérie à la Charcot, hystérique plus, etc. Donc voilà, il se rend compte que c'est encore posé et que c'est toujours posé sur des femmes ou sur des hommes trans. Mais il l'a jamais vu, l'une comme l'autre l'ont jamais vu quand il s'agissait d'hommes cis. Donc oui, bien sûr, je peux pas te dire que j'ai fait... il doit y avoir bien sûr des contre-exemples, mais même j'ai aussi fait mon enquête à partir de témoignages de personnes qui avaient été diagnostiquées ou stigmatisées hystériques. Mais par ailleurs, j'ai aussi interviewé plein de médecins, de psychiatres, de neurologues, d'avocats, de magistrates, etc. Et bon, ils sont tous d'accord pour dire que c'est un stigmate ou un diagnostic qui se pose que sur les femmes. Donc voilà, donc oui, ça concerne que les femmes. Et tu me demandais ses conséquences. Oui. Bon, il y en a plein. Oui, voilà. C'est un vaste sujet, mais... déjà, ce qui est intéressant, c'est que quand le diagnostic est censé disparaître, le diagnostic d'hystérie est censé disparaître, donc dans les années 80, il est remplacé par le trouble de la personnalité histrionique, qui reprend exactement en fait la même définition que l'hystérie. Et le trouble de la personnalité histrionique, ça vient de histrion, qui veut dire, l'étymologie d'histrion, ça veut dire mauvais comédien, mauvaise comédienne, ou bouffon, ou baladin, troubadour, voilà. Et donc, on se rend compte que tout de suite, ça teinte ce diagnostic de quelque chose de faux, de quelque chose qui relève de l'ordre de la simulation et de la théâtralité. Et quand on regarde aujourd'hui dans la définition qu'en donne le DSM, qui est la classification internationale des maladies psychiatriques, il y en a 2, mais celui-ci est le plus important, eh bien, on se rend compte que cette définition est super genrée, en fait. C'est ça ce que je voulais... généralement, je trouve ça en fait beaucoup plus simple de lire la définition qu'il a... Voilà. Donc, aujourd'hui, l'histrionisme est défini par l'Académie française de médecine. Ils disent ça. Dans son expression quelque peu factice ou même caricaturale, cette manifestation fréquente, surtout féminine, de la personnalité hystérique a pour fonction principale d'attirer l'attention, l'intérêt, voire de susciter les avances, mais d'en rester au souci de plaire. Étymologie, latin, hystrio, acteur bouffon. Et donc, on voit que... on voit déjà que le lien il est établi, donc voilà, c'est pas une surinterprétation de notre part, et que par ailleurs, ils disent aussi surtout féminine. Et ensuite, ils disent aussi que, en fait, ce que ça décrit là, c'est une allumeuse, en fin de compte, quelqu'un qui va susciter des avances, mais finalement se rétracter, c'est bien de ça dont on parle. Et voilà, et c'est pareil, le DSM a une définition hyper, en fait, qui correspond davantage, j'ai l'impression, à un jugement moral et à une attente envers les femmes qu'à un diagnostic objectif de symptômes d'un trouble psychiatrique. Donc, oui, dans le DSM, à la fin de la dernière définition, le dernier point, ils disent, bon, déjà, parfois, ça paraît complètement, vraiment farfelu, quoi. Ils disent, le sujet est mal à l'aise dans la situation et n'est pas au centre de l'attention. L'expression émotionnelle peut être superficielle. Ces individus utilisent régulièrement leur aspect physique pour attirer l'attention sur eux. Il est excessivement important pour eux d'impressionner les autres par leur aspect et ils dépensent énormément de temps, d'énergie et d'argent pour leur habillement et leurs soins de beauté. Ensuite, ils disent
Ces sujets considèrent souvent que leurs relations sont plus intimes qu'elles ne le sont en réalité et peuvent parler de chaque connaissance comme d'un ami très cher. Donc c'est là où je trouve ça vraiment très bizarre. Et après, ils disent ils peuvent souvent se perdre dans des fantasmes romantiques. Les individus qui ont une personnalité histrionique peuvent avoir des difficultés à arriver à un stade d'intimité émotionnelle dans les relations amoureuses ou sexuelles sans être conscients. Ils jouent souvent un rôle, par exemple celui d'une victime ou d'une princesse. Et donc voilà, là aussi, en fait, ils disent jamais le mot femme, mais on se rend bien compte que ça ne décrit que des stéréotypes féminins et misogynes. Et par ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces définitions, le DSM montre qu'il y a une corrélation entre le diagnostic de troubles de la personnalité histrionique et le fait d'avoir été victime de violences sexuelles. Or, le dernier point dit que ces individus ont du mal à atteindre une intimité sexuelle. Donc on se rend compte que non seulement ils pathologisent des comportements féminins, mais ils pathologisent aussi potentiellement des réactions à des traumatismes et à des violences sexuelles. Du coup, tu disais que l'hystérie, ça disparaît du DSM dans les années 80, c'est ça ? Et du coup, la question, c'est est-ce que c'est remplacé par d'autres diagnostics ? Mais en fait, du coup, où sont passés les hystériques, globalement ? Oui, la question donc vraiment, la première question que je me suis posée, c'est où sont passées les hystériques, les femmes qu'on disait hystériques à la Salpêtrière au XIXe siècle. C'est-à-dire où sont passées ces femmes donc on voit, dont on parlait là plus tôt, donc ces femmes qui faisaient l'arc d'hystérie, ces femmes qui étaient exhibées par le professeur Charcot lors de ses leçons du mardi, lors du fameux bal des folles. Où est-ce qu'elles sont passées ? Et en fait, mon premier mouvement, c'était de penser que ça avait complètement disparu parce que c'était une fabrication. Parce qu'on a beaucoup dit que l'hystérie était une invention, une fabrication. Mais en réalité, l'hystérie est inventée comme maladie, c'est pas une maladie qui existe. En revanche, les symptômes qu'on voyait à la Salpêtrière, ils existent encore en fait. Ces femmes, en fait, elles étaient réellement malades. Et les symptômes, y compris les plus spectaculaires, c'est-à-dire le fait de pouvoir potentiellement être paralysé du jour au lendemain, ou perdre la vue, ou être pris de convulsions, ou justement se faire l'arc d'hystérie. Tout ça, en fait, ça existe encore. Les médecins, les neurologues les voient à la Salpêtrière. Il y a des personnes qui consultent pour ces symptômes. D'ailleurs, il y a plus que des personnes, puisque c'est le deuxième motif de consultation en neurologie à la Salpêtrière. Et en réalité, on se rend compte que ce sont, aujourd'hui, les médecins les appellent troubles fonctionnels ou troubles neurologiques fonctionnels, ou ça peut être aussi troubles dissociatifs. Il y a plusieurs noms, mais donc qui se détachent complètement de l'hystérie. Mais comme tous ces symptômes n'ont pas de lésion organique, que cette paralysie, elle vient du jour au lendemain sans qu'il y ait donc d'origine organique. Néanmoins, la plupart des médecins, s'ils ne sont pas formés à reconnaître ces pathologies, ils peuvent considérer que ces femmes, je dis ces femmes parce que c'est à 80% des femmes, mais il y a aussi des hommes, pour le coup, qui présentent ces symptômes, ils peuvent considérer que ce sont des faux symptômes, que ce sont des faux malades, en fait, et qui prennent même la place. Parfois, on retrouve ça aussi, c'est comme s'ils prenaient la place de vrais malades, alors que leur place serait dans les hôpitaux psychiatriques. Sauf que leurs symptômes sont réels, il existe des gens qui ne peuvent plus se lever du jour au lendemain, qui sont en fauteuil roulant, qui sont même allongés, qui ne peuvent même plus parfois s'alimenter parce que des symptômes comme ça leur tombent dessus. Et on se rend compte que très souvent, en fait, ça arrive après une sortie d'amnésie traumatique ou en tout cas c'est des personnes qui ont vécu des traumatismes très graves, notamment pendant leur enfance. Et très souvent, ce sont des traumatismes sexuels. Pas toujours, c'est pas toujours des traumatismes sexuels, mais très souvent, c'en est quand même. Et donc, on se rend compte aussi que les femmes de la Salpêtrière, en fait, à la fin du 19e siècle, elles aussi avaient vécu toutes des violences sexuelles, des violences sexuelles de leur employeur, de leur mari, de leur père, de l'inceste et tout. Et en fait, elles le disaient. Donc en fait, l'histoire de l'hystérie, c'est vraiment... c'est toujours la même histoire, en fait. C'est des personnes victimes de violences sexuelles qui ensuite vont développer des symptômes qui vont être interprétés comme de la simulation ou une manière d'attirer l'attention sur elles. Donc ça va se retourner ensuite contre elles parce qu'elles vont pas être prises au sérieux, donc elles vont pouvoir être en errance diagnostique pendant longtemps. Et ensuite, évidemment, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, même physiques,
maladies qui peuvent se développer. Donc ça, c'est un des endroits où on retrouve l'hystérie, mais en fait, on la retrouve aussi. Donc comme je le disais, pour moi, dans le trouble de la personnalité histrionique, dans ce diagnostic qui est posé, on le retrouve aussi. On le retrouve dans le syndrome méditerranéen. Enfin, je sais pas si tu veux que je déploie, parce qu'en fait, c'est tout mon livre de dire là où on le retrouve. Donc, justement, effectivement, le symptôme méditerranéen, c'était quelque chose que je pense qui est important de développer. Peut-être que tu peux... avec l'exemple justement de Madame Muxanga, c'est ça ? Oui, je parle de Naomi Muxanga qui est morte parce qu'elle n'a pas été crue quand elle a appelé les urgences. Et on commence à parler de plus en plus de ce syndrome méditerranéen qui est donc une invention raciste. Ce n'est pas du tout un syndrome, ce n'est pas une maladie, ça n'existe pas. Et ça désigne le fait que les médecins considèrent que les personnes noires, les personnes d'origine maghrébine ou d'origine méditerranéenne auraient une expression de la douleur qui ne serait pas la même, qui serait beaucoup plus exagérée en fait que les personnes blanches. Et donc, que les personnes blanches et que par exemple que les personnes d'origine asiatique. Pour le coup, ça pose presque le problème inverse. Et donc, à travers à cause de ce biais en fait d'interprétation des symptômes, d'expression de la douleur, les médecins peuvent considérer que si leur expression de la douleur est beaucoup plus exagérée, alors leurs symptômes sont moins graves. Alors il faut moins les prendre au sérieux, en fait. Et évidemment, ça a pour conséquence de moins bien soigner ces personnes. En l'occurrence, c'est plus les femmes encore qui sont victimes du syndrome méditerranéen. Et bien sûr, dans les pires des cas, ça a conduit à leur mort. Et on a eu donc l'exemple de Naomi Muxanga qui avait appelé les urgences et les opératrices se moquaient d'elle au téléphone. C'est une affaire dont on a beaucoup parlé, où on l'entendait dire qu'elle avait extrêmement mal et qu'elle sentait qu'elle allait mourir. Et les opératrices au téléphone se moquaient d'elle en disant « Bah oui, madame, en fait, on va tous mourir. » Et par ailleurs, qui faisait mine de ne pas réussir à épeler son nom, à trouver ça compliqué. Donc on comprenait aussi que c'était raciste. Et puis depuis la mort de Naomi Muxanga, je pense qu'on identifie mieux ce biais raciste. Donc il y a eu d'autres histoires qui sont sorties, d'autres femmes qui sont mortes, d'autres femmes noires qui sont mortes de ne pas avoir été crues. Et puis il y a eu une étude récente du CHU de Montpellier qui a réussi un peu à chiffrer ce biais de genre et qui a prouvé en fait que c'est un médecin qui a coordonné l'étude et qui a montré à 1500 soignants les photos, enfin c'est des fausses photos, mais les cas standardisés de patients de différentes origines ethniques et de différents genres. Et la conclusion de cette étude, c'est de montrer qu'en fait, pour les mêmes symptômes, le cas d'une femme noire va être jugé grave dans 40% des cas et ça le sera dans 60% des cas pour un homme blanc. Donc voilà, on imagine bien les conséquences que ça peut avoir. Oui, c'est délirant, effectivement. Et c'est assez glaçant. C'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, parce qu'effectivement, il y a quand même tu parles beaucoup de cas effectivement actuels, etc. Et ça fait partie des plus difficiles. Et d'ailleurs, je crois qu'on a les enregistrements dans ton podcast, si je me souviens bien. Après, voilà, je voulais parler un peu de psychanalyse. Parce qu'en fait, le terme d'hystérie en psychanalyse, il est quand même toujours très actuel. Et moi, ma question, c'est pourquoi ils y tiennent autant, en fait, à ce terme, selon toi? C'est une question difficile, d'autant que je me rends compte que même des psychanalystes, disons des psychanalystes qui ont aussi une approche féministe, une approche plus contemporaine, etc., tiennent quand même à ce diagnostic. Je ne me l'explique pas complètement, mais évidemment, la piste, certainement la piste à privilégier, c'est le fait que la psychanalyse, elle est née avec Freud. Donc, elle est née, en fait, avec l'hystérie. C'est-à-dire que Freud, vraiment, va théoriser l'inconscient, va théoriser le refoulement, va théoriser le complexe d'Oedipe à partir du cas de patientes hystériques qui recevaient dans sa clinique à Vienne, donc à la fin du 19e siècle. Et que Freud, au départ, quand il va recevoir ses patientes, il va, dans un premier temps, comprendre à travers ce qu'elle raconte, parce que contrairement aux médecins avant lui, ce qu'il a fait de bien, c'est qu'il a écouté ce qu'elles avaient à dire. Et il a consigné ce qu'elles disaient. Et en fait, toutes parlaient de violences sexuelles, de liens incestuels ou incestueux, de trauma.
Et donc, il commence par dire que en fait, c'est une forme de conversion du corps, que le corps convertit en symptômes physiques là où il y a eu un trauma. Et potentiellement même à l'endroit même où a eu lieu le traumatisme. Pas toujours, mais parfois, c'était ça. Et donc, dans un premier temps, il dit ça. Et en fait, il revient sur cette théorie. Et il va finalement... assez rapidement, il va dire, en fait, non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait autant de personnes victimes de violences. Je sais plus exactement comment il le dit dans sa lettre, mais il dit qu'en tout cas, c'est pas possible, il peut pas y en avoir autant des femmes victimes de violences de leur père, de leur mari, etc. Donc, ça doit pas être un traumatisme, ça doit être un fantasme. Et que ça doit être un fantasme qui a été arrêté, quoi. En fait, c'est un peu un fantasme honteux, un fantasme refoulé, et que c'est ce refoulement qui va créer le symptôme. Et donc évidemment ça c'est resté dans la psychanalyse, cette théorie du fantasme, cette théorie du complexe d'Oedipe, et que aujourd'hui quand on a les chiffres des violences sexuelles et en particulier les chiffres de l'inceste, quand on sait que 1 à 2 personnes sur 10 auraient été victimes d'inceste, on se dit que le fait pour Freud de se reposer sur sa petite statistique dans son cabinet, en fait, c'était complètement erroné et qu'il s'est complètement trompé. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Ce qui s'est dit aussi, parce que cette fameuse lettre s'appelle la lettre à Fliss, à un de ses confrères, où il revient sur sa théorie. En fait, elle a longtemps été tue, étouffée. Enfin, elle n'était pas sortie des archives de Freud. Je me souviens plus quand ça a été exhumé, mais en tout cas, très longtemps, on n'a pas su qu'il y avait eu ce renoncement de Freud dit aussi clairement. Mais par ailleurs, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que Freud lui-même venait d'une famille, était le fils d'un père incestueux. Donc voilà, donc en fait, on s'imagine que non seulement la société viennoise n'était pas prête à ce que Freud dise qu'il y avait ce problème d'inceste. Par ailleurs, Freud recevait, contrairement à la salpêtrière, c'était des femmes bourgeoises qui recevaient dans son cabinet, et c'était en fait beaucoup les enfants, les femmes, les sœurs de ses confrères, des gens de la haute bourgeoisie viennoise. Et puis enfin, en fait, ça le confrontait à son propre... on imagine que ça le confrontait à son propre traumatisme. Oui, ça c'est vrai que je l'ai appris vraiment très récemment dans un livre du coup d'Alice Miller, une psychanalyste justement, qui parle beaucoup de pédagogie noire, etc., que effectivement Freud avait quand même vécu une forme de déni, quoi, parce que c'est vrai qu'appeler fantasme quelque chose que lui-même avait vécu. Mais du coup, selon toi, l'hystérie, on est d'accord, ça n'existe pas du tout. C'est en fait, même cliniquement, c'est une invention patriarcale, d'une certaine manière. Oui, complètement, d'autant que ça, comme je disais, ça a désigné tellement de symptômes et de maladies différentes, et donc ça a étouffé et caché potentiellement aussi bien des femmes qui avaient un cancer de l'utérus que je sais pas, des femmes qui avaient des tumeurs au cerveau, que des femmes qui étaient en dépression postpartum, donc ça aussi, donc en fait voilà, et donc ces maladies ont existé, mais en revanche poser le mot d'hystérie sur ces maladies, justement, ça a laissé penser que c'était pas une vraie maladie. En fait, c'est toute l'ambiguïté de l'hystérie depuis le départ, c'est que c'est à la fois une maladie et pas une maladie, c'est-à-dire que ça n'a jamais vraiment été pris au sérieux par les médecins. Et en fait, il n'y a jamais vraiment eu de... Enfin, même quand Charcot va dire que l'hystérie est une maladie non plus de l'utérus, mais une maladie du cerveau, donc selon lui, ce serait une maladie même qui pourrait toucher les hommes. Mais en fait, il va quand même regarder chez ces femmes, il va relever leur menstruation, la régularité des menstruations, il va regarder leur sécrétion vaginale, il va proposer comme principal remède à l'hystérie, lorsqu'elles sont en crise, d'appuyer sur leurs ovaires. Donc voilà, donc on se rend compte qu'en fait, il s'était pas totalement départi de cette idée de l'hystérie comme d'une maladie féminine et liée à l'utérus. Et par ailleurs, c'était très particulier parce que d'un côté, Charcot dit que cette maladie existe vraiment, que c'est une maladie neurologique et potentiellement incurable. Et en même temps, il met ces femmes sur scène, il les place sous hypnose, et c'est un spectacle en fait, parce qu'il peut par la suggestion, par la parole et par l'hypnose, en posant ses mains et en donnant des ordres à ces femmes, faire apparaître et disparaître leurs symptômes. Donc ça a largement contribué à ce qu'on croit que ces femmes ne souffraient pas vraiment. Sur la psychosomatisation, quoi, finalement. Oui, en fait, l'hypnose, ça peut être encore utilisé aujourd'hui, justement, pour les troubles fonctionnels dont on parlait. En fait, ça peut être parmi d'autres, mais ça peut être une des solutions proposées, l'hypnose. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Enfin, en fait, les médecins se rendent compte aujourd'hui qu'entre une personne qui simule
le fait de ne pas pouvoir bouger sa jambe et une personne qui a un trouble neurologique fonctionnel, il ne se passe pas le même mouvement dans le cerveau. En fait, que quelqu'un qui simule, évidemment, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais en tout cas, il voit les traces dans le cerveau de ces troubles fonctionnels, que c'est pas, qu'elles n'ont pas le choix, qu'elles ne peuvent plus lever la jambe, quoi. Qui, dans le livre, sont appelés les TNF, c'est ça, oui. le trouble neurologique fonctionnel, c'est ça, oui. Alors, moi, ma dernière question, un peu pour conclure, ce serait du coup, comment sortir de la maison hantée ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces femmes psychiatrisées, pour que tous ces diagnostics se reproduisent pas, Déjà enregistrer que ce n'est pas une maladie et que parce qu'il y a comme ça, il y a cette ambiguïté de ça a été une maladie, c'est plus une maladie, mais en fait ça n'a jamais été une maladie. Comprendre que c'est toujours il y a toujours un traumatisme à l'origine d'un trouble, donc entre guillemets hystérique. Mais par ailleurs, ce dont on n'a pas trop parlé encore, c'est le fait que en fait, donc très souvent l'hystérie ça vient après des violences sexuelles. Mais en fait, on se rend compte que les agresseurs ont intérêt à ce que l'hystérie soit maintenue. En fait, moi, vraiment, mon livre commence sur la copie de procès-verbaux d'hommes accusés de violences conjugales et qui vont se défendre devant la justice. Et ils vont tous dire, et c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps, les magistrates que j'ai interviewées, les avocates et tout le disent, elle était folle, elle était en crise, j'ai dû la calmer. En fait, c'est pas ma faute. Elle est hystérique comme sa mère et tout. Et c'est quelque chose qui, en fait, quand on commence à avoir cette lecture de l'hystérie, on se rend compte que dans quasiment tous les cas de féminicide, les féminicidaires vont aussi se défendre en disant à ce moment-là, c'était plus elle était en crise, elle avait souvent des crises et tout. Donc, on peut penser à Bertrand Cantat, par exemple, c'est ce qu'il a dit quand il est entendu lors de son procès à Vilnius, il va se défendre de son crime en disant en fait Marie était en crise, ce n'était plus elle était en furie. Donc il a vraiment dressé le portrait d'une femme dangereuse, en fait, d'une femme contre laquelle il a dû se défendre. Donc on voit que c'est vraiment devenu aussi un argument de légitime défense de la part des agresseurs. Mais ce qui est intéressant avec le cas de Bertrand Cantat, c'est que c'est pas seulement ce qu'ils disent, c'est que nous, on adhère aussi à cette théorie. C'est-à-dire que son avocat va utiliser la défense de Cantat en disant qu'elle est hystérique. Ensuite, les médias vont demander à tous les anciens compagnons de Marie Trintignant si oui ou non elle était vraiment hystérique. Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, en fait, qui ont vécu avec cette femme? Elle était vraiment hystérique ou pas? Alors, c'est incroyable quand on voit ces interviews, c'est-à-dire qu'une femme est morte et après, il y a des journalistes qui ont demandé vous en pensez quoi, en fait, elle est hystérique? Et puis ensuite, on voit que les médias vont titrer sur l'hystérie de Marie Trintignant. Et même si l'hystérie est considérée comme, je pense assez largement comme une injure misogyne et tout, néanmoins, ça va quand même marquer Marie Trintignant. Et on voit que c'est ça avec toutes les femmes qui sont marquées du sceau de l'hystérie. C'est-à-dire qu'une fois que ce pseudo-diagnostic est posé, ça va leur coller à la peau. En fait, ça va poser le soupçon sur elles qu'effectivement, elles sont folles. Et donc, après, c'est tout un schéma. C'est-à-dire que dans les violences conjugales, on trouve tout le temps, en fait, la question de l'emprise, des violences psychologiques, on va appeler aujourd'hui plutôt le contrôle coercitif, et qui va consister, en grande partie, à faire perdre tous ces moyens aux victimes, toute leur crédibilité, évidemment, toute leur confiance en elles, les briser, les isoler, les humilier, les dénigrer, et avec pour objectif qu'elles se sentent à la fin folles, mais qu'elles semblent aussi folles aux yeux de l'entourage et aux yeux de la police si elle va porter plainte, et en leur répétant, en fait, t'es folle. Tu sais, t'es folle, en fait, t'as un problème, donc si tu vas dénoncer ces violences, personne ne te croira. Donc et si finalement elles arrivent à dénoncer ces violences, en fait ça va être repris dans les expertises psychologiques. Potentiellement on se rend compte que les experts, quand ils sont pas formés et qui sont appelés pendant ces procès, ils peuvent avoir en face d'eux une femme démolie par des années de violence, et ils auront entendu l'agresseur avant et dire qu'effectivement elle a des troubles psychologiques, et ça va la desservir, donc c'est complètement un cycle. C'est un cycle où tant qu'on n'est pas formé à repérer l'hystérie comme un peu mot alerte il y a eu une présence de violence, mais en fait les violences peuvent se répéter par la police, par les médecins, par les experts, et puis par les magistrats, et voilà. Donc dire qu'une femme est folle, en fait, c'est la meilleure manière de se déresponsabiliser. Et puis donc moi le livre,
je termine en posant cette question, quoi. Comment ça se fait qu'on est tous crus à cette fiction de l'hystérie? Pourquoi on a développé comme ça une peur des femmes folles, d'une folie qui serait génétique, qui se transmettrait de femme en femme, qui pourrait et qui est très puissante parce que ça agit aussi comme un mécanisme d'autocensure. En fait, on se rend compte qu'on a tellement peur d'avoir l'air folle que, enfin, évidemment, ça nous retire tout droit à la colère. Souvent, en tant que femme, on a peur d'aller devant un médecin. Enfin, donc c'est vraiment un mécanisme très puissant. Et pourquoi on n'a pas plutôt eu peur en fait des incesteurs, des lobotomiseurs, des exciseurs? Je parle aussi de la question de la possession des exorciseurs. Voilà, donc c'est ça un peu c'est pour ça que ça s'appelle la maison hantée. C'est sortir de la maison hantée. C'est en fait maintenant, il faut arrêter de croire à cette fiction de l'hystérie et se demander qui a intérêt à raconter cette version de l'histoire et à maintenir cette fiction. D'ailleurs, on l'a évoqué très très rapidement, mais sur le suicide forcé, il me semble ne pas me tromper, mais que Bertrand Cantat, il a aussi poussé au suicide sa seconde femme, hein, c'est bien ça? Ou pas exactement? C'est pas. Il y a une enquête qui vient d'être réouverte là cet été. En fait, Bertrand Cantat est en couple avec Christina Radi. Donc avant d'être en couple avec Marie Trintignant, puis après avoir été en couple avec Marie Trintignant, il s'est après quand il a été libéré, il est retourné vivre avec Christina Radi et en fait Christina Radi s'est suicidée et quelques mois avant son suicide, elle avait notamment, enfin j'imagine qu'il y a plein d'autres messages, mais en tout cas nous on a accès à un message vocal qui est diffusé sur internet depuis toujours, hein, enfin auquel on peut avoir tous accès sur YouTube, où elle dit à ses parents qu'elle vit un enfer avec Bertrand Cantat. Elle dit Bertrand est fou, Bertrand est hyper violent, personne ne le voit, tout le monde le prend pour une rockstar et moi je vis un enfer et j'ai peur et il m'a frappée et je vais jamais m'en sortir et voilà, et je sais pas du tout comment me sortir de ça. Enfin bon, cet appel est absolument déchirant et complètement implacable sur ce qu'elle vivait. Et pourtant en fait pendant des années une avocate qui s'appelle Yael Mellul a tenté de faire réouvrir l'enquête, de porter plainte contre Bertrand Cantat pour harcèlement sur conjoint, parce que alors on parlait pas de suicide forcé. Et en fait, elle s'est pris plainte en diffamation. Et elle avait recueilli aussi des témoignages autour et tout, enfin bref, de gens qui se sont ensuite désolidarisés. Mais sur Netflix a été diffusée l'an dernier une série documentaire sur Bertrand Cantat, dans laquelle les réalisatrices ont réussi à trouver une nouvelle preuve potentielle. En fait, elles auraient retrouvé le témoignage d'une personne qui travaille dans un hôpital et qui aurait eu accès au dossier médical de Christina Radi, dans lequel il y aurait une radio de son crâne. En fait, elle aurait eu des coups et elle aurait eu une fracture. Voilà. Et donc, elle aurait, à ce moment-là, en fait, c'est marqué dans son dossier, dit qu'elle était victime de violences conjugales, mais qu'elle ne voulait pas porter plainte. Et donc, cette séquence permet aujourd'hui la réouverture de l'enquête pour suicide forcé, puisque maintenant, ça y est, le terme est rentré dans la loi en 2021, et maintenant aussi même comptabilisé comme parmi les féminicides. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que maintenant, on commence à voir qu'il peut y avoir un lien entre le fait de se suicider et le fait d'avoir été victime de violence, qui paraît quand même incroyable. Mais voilà, c'est ça, en fait, ce que ça veut dire. Ça veut dire que, oui, en fait, de vivre des violences répétées pendant des années, d'être abandonné de tous, et bah, ça peut conduire effectivement à avoir des troubles psychologiques, voire au suicide ou à faire des tentatives de suicide. Mais donc, en fait, tant qu'on n'avait pas de mots tant qu'on n'avait pas identifié l'emprise, puis maintenant le contrôle coercitif, le gaslighting, enfin tous ces mécanismes, le féminicide, en fait, tant qu'il n'y a pas de mots pour désigner la particularité de cette réalité, en fait, il y avait d'un côté le fait que les femmes soient victimes de violences, puis de l'autre côté le fait qu'elles aient des troubles psychologiques, voire qu'elles soient internées par leurs compagnons, et voire qu'elles se suicident. Donc en fait, pour conclure, et je crois que c'est dans ton livre, je l'avais repris dans la petite notice justement pour derrière chaque hystérique, il y a des hystéruseurs en fait. Derrière chaque hystérique, il y a un père, un mari, un frère. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour conclure, et puis je vais vous laisser la parole à vous le public si vous avez des questions. Je l'ai pas vu le film, mais en revanche dans le livre il y a un chapitre, on n'a pas eu le temps de parler de tout, mais des femmes politiques aussi qui sont, enfin des femmes qui ont voulu s'engager pour les droits des femmes, ou des femmes politiques qui ont toutes en fait été pathologisées, voire internées. Et enfin c'est vraiment une constance de notre histoire, c'est que de Olympe de Gouges à
Louise Michel, en passant par les suffragettes et tout, en fait, toutes elles ont été considérées et décrédibilisées, discréditées comme folles, voire internées, en fait. Et donc, on voit bien qu'en fait, le meilleur moyen de garder le pouvoir, ça a été effectivement de faire de ces femmes des folles, en fait, en disant qu'elles n'avaient aucune rationalité. En fait, le pouvoir, c'est la rationalité, et que comme elles n'étaient pas rationnelles, elles ne pouvaient pas avoir accès au pouvoir. Et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui. On a commencé la discussion en parlant de Ségolène Royal, par exemple. Mais en fait, si on regarde toutes les femmes politiques de n'importe quel bord politique, c'est ça qui est bien, sont toutes taxées de folles ou d'être en crise ou les adversaires, quand ils veulent s'en prendre aux femmes politiques, ils vont tout le temps poser un doute sur leur rationalité. On voit aussi, par exemple, pendant la campagne de Donald Trump, que ce soit face à Hillary Clinton, puis face à Kamala Harris, les deux, en fait, il y en a une, il a dit qu'il fallait l'enfermer en hôpital psychiatrique, carrément. Et puis, Kamala Harris, il n'a pas arrêté de dire pendant toute la campagne que c'était une folle, qu'en plus, c'était une folle qui n'avait pas eu d'enfant. Donc, c'était une vieille fille à chat, qu'elle avait un rire de ricaneuse. Enfin, donc voilà, avec tout cet imaginaire de la femme hystérique. Merci. En fait, vous venez de répondre à la première question, première observation que je voulais faire, effectivement, qui concernait les femmes politiques en particulier et les féministes. Vous mentionniez Madeleine Pelletier. On a aussi Ariali à Toulouse qui a été taxée de féministe. Effectivement, c'est une façon de les décrédibiliser en permanence. On pense à Sandrine Rousseau aussi, qui est complètement... Ouais, je l'ai interviewée aussi, Sandrine Rousseau. C'est vraiment l'archétype même de celle qu'on voudrait présenter comme hystérique. Et j'avais une deuxième observation, plutôt question. Vous avez évoqué qu'à la Salpêtrière, il y avait 80% de femmes qui étaient... parmi les hystériques, il y avait 80% de femmes et 20% d'hommes. Est-ce que... Aujourd'hui, hein. Aujourd'hui. Là, je parle, ouais. Oui, aujourd'hui. Et est-ce que vous observez que chez ces hommes, il y a les mêmes traumatismes, le même type de traumatisme que ceux qu'ont connus les femmes? Oui, en fait, on n'a vraiment pas beaucoup de recul sur ces troubles neurologiques fonctionnels. D'autant que comme ils changent tout le temps de nom, c'est très compliqué. Et aussi parce que c'est tout un conflit, peut-être le mot est trop fort, mais toute une discussion entre psychiatres et neurologues, parce qu'en fait, c'est vraiment à la frontière entre ces deux disciplines et qu'on a une vision en Occident très compartimentée du cerveau, où il y aurait d'un côté... donc voilà, donc c'est une question ultra compliquée et qu'on n'a pas beaucoup de recul. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on commence à avoir des données même à l'international où on se rend compte qu'effectivement, ce serait à peu près 80% de femmes et avec une prévalence de violences conjugales et de violences sexuelles, mais aussi chez les hommes. Et moi, ce que j'ai pu voir dans mon enquête, c'est que généralement, les hommes n'ont pas eu le terme d'hystérie qui a été posé, quoi. Et ils avaient l'air d'avoir mis moins de temps à diagnostiquer. Donc ça fait pas appel à la même histoire, donc je pense que c'est pas exactement pareil pour les hommes. Après, je pense que c'est très compliqué même ces chiffres parce qu'on sait que les hommes consultent moins, parce que c'est peut-être encore plus un tabou les violences sexuelles chez les hommes. Donc en fait, je pense que ces chiffres, il faut les prendre avec précaution, en se disant que peut-être que ça va bouger, en fait. Ces chiffres, c'est ce que disent les neurologues, en fait, que si ça se trouve, en fait, je pense que les chiffres, ils reprennent pas mal la répartition des violences sexuelles. Donc, les hommes sont victimes de violences sexuelles dans l'enfance, mais moins que... les petits garçons sont victimes de violences sexuelles dans l'enfance, mais moins que les petites filles. Et voilà, c'est un peu la piste... Alors, c'est pas évidemment, c'est pas mathématique, mais on peut s'imaginer que c'est aussi ça. C'est qu'on retrouve des hommes, mais un peu moins que des femmes. Et juste, merci. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui me dérange un peu, que ce soit dans ces sujets qui concernent l'hystérie ou même dans d'autres types de troubles, par exemple les enfants, hein. Maintenant on parle beaucoup des troubles neurodéveloppementaux, hein. C'est le terme neuro. Hein. À mon avis, il n'y a rien qui est prouvé, hein, du côté de la neurologie, ni par rapport à l'hystérie, ni par rapport à d'autres types de troubles. Et pourtant, quand on nomme et on dit neuro, hein, là, on dit quand même beaucoup de choses. En tout cas, on met en lien quand même des symptômes, des comportements, des souffrances, en lien avec quelque chose qui se passerait dans le cerveau. Et moi, je trouve que ça, c'est quand même dangereux. À mon avis, c'est mon point de vue. Et dans la société contemporaine maintenant, dans le moment où on se trouve, hein,
Et il y a quand même une perspective qui va vers tout ce qui est neurologique. Beaucoup de choses essayent de s'expliquer comme ça, parce qu'il y a quand même, économiquement, il y a des intérêts aussi pour que les choses se passent comme ça. Ça veut dire qu'après, il y aura des thérapies qui sont courtes, il y aura des soins qui sont plus longs, qui ne se feront pas, puisque ça prendrait beaucoup plus de temps. Je veux dire, attention aussi, moi, vraiment, je suis très dérangée par ce qu'on entend là maintenant, beaucoup par rapport à tout. Tout est dit, neuro, et il y a quand même heureusement beaucoup de personnes qui pensent comme moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai entendu beaucoup de psychologues et de psychiatres dire ce que vous êtes en train de dire. Je pense que ce qui est dangereux, c'est de se dire que si c'est pas neurologique, ça n'existe pas. Enfin, je pense que c'est ça. En fait, vraiment, je finis le livre là-dessus, avec notamment les propos d'un psychiatre dont j'estime beaucoup le travail, qui s'appelle Mathieu Bellassène, qui est aussi lanceur d'alerte, qui a été reconnu comme lanceur d'alerte sur les dérives de la psychiatrie et de la contention en institution psychiatrique. Et lui, il parle de cérébrologie, en fait. Il dit un peu ce que vous dites. Et il dit qu'en fait, il faut remettre la question du traumatisme et de la parole au centre, en fait. Que peu importe, en fait, qu'il y ait des traces dans le cerveau. Ça, en fait, je suis toujours un peu gênée parce que je veux dire, ça existe, les troubles fonctionnels. Et en même temps, on devrait presque en avoir rien à faire de voir qu'il y a des traces dans le cerveau, dans la mesure où si les personnes souffrent, en fait, on devrait se dire que ça existe. Enfin, je veux dire, les symptômes, peu importe qu'on voit quelque chose avec des IRM fonctionnels, des scanners et tout, à partir du moment où les personnes ne peuvent pas se lever, qu'elles souffrent, qu'elles présentent des symptômes, voilà, peu importe. Donc je pense effectivement que c'est un peu dangereux d'axer sur vraiment la question du cerveau. Et puis par ailleurs, enfin, vraiment... C'est une question ultra compliquée, mais c'est vrai que cette idée que il y aurait d'un côté la neurologie, de l'autre la psychiatrie, comme si on pouvait un peu diviser le cerveau, d'un côté ce qu'il y a de psychologique et l'autre de neurologique. Bon, c'est quand même... je pense que c'est quand même une idée à relativiser. Il y a pas mal de psychiatres et de neurologues en fait, qui disent on fait le même métier. Donc... c'est intéressant, je ne sais pas si ça répond complètement à votre question, parce que moi, sur la question des enfants et ce que vous dites, je ne connais pas très bien ce sujet. Bon, il ne me reste plus qu'à vous remercier et te remercier encore pour ta présence et vous souhaiter une belle soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'ouvrage de Pauline Chanu, Sortir de la maison hantée, comment l'hystérie continue d'enfermer les femmes, est publié aux éditions La Découverte. Vous avez pu écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, samedi 22 novembre 2025, et réalisée et mise en onde par Radio Radio, en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.